Mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir naturel de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour votre grand rendez-vous du samedi matin sur Gabon Première. Licenciement, personnes vulnérables, réhabilitation de la cité de la démocratie par le CETRI sont nos sujets phares ce matin. Mais avant, vous le savez déjà, nous allons démarrer par la première partie de Matin Week-end. Qui dit première partie de Matin Week-end dit Note introductive. Super, allez, on est bien parti. À tout de suite. Dieudonné, Gabin, bonjour. Bonjour Fidji. Bonjour Fidji. Bonjour, chers téléspectateurs. Très bien. Aujourd'hui, avant de démarrer notre note introductive, nous allons porter notre intérêt aux personnes vulnérables, notamment cet handicapé moteur qui séjourne dans la rue après avoir perdu son habitation après un incendie. Et de cet ancien agent de Sobeco à Léconie qui a perdu près de 80% de sa cécité suite à un accident de travail. Dit-il. Dit-il. Et Gabin, tu nous conduiras à la cité de la démocratie, qui, après sa démolition En 2014, se voit réhabilitée aujourd'hui depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. c'est depuis le mois de mai 2024 Depuis le mois de mai que 2024. les travaux ont été entamés. Très bien. Matin Week-end démarre avec Eva. Eva qui vient, on devait démarrer par la note introductive, hein, mais Eva a une information importante à nous partager avant de démarrer à fond la caisse, notre émission. On la reçoit tout de suite, juste après le jingle. De retour sur le plateau, Eva, bonjour. Bonjour Fidji. Notre rubricarde de la rubrique... La revue de presse, Matin Picard. Très bien, en mode invité ce matin. Merci Fidji de me recevoir sur ton plateau. C'est un plaisir, c'est chez toi. Allez, on parle du centre de protection de promotion sociale pour la prise en charge des victimes de violences de Nzengayon. Eva, parle-nous de ce centre. Alors c'est un centre qui a été créé en 2022, inauguré le 24 novembre 2022 pour porter assistance aux personnes victimes de violences après avoir constaté que le niveau de violence vécu particulièrement par les femmes et les enfants était assez élevé et que ces personnes avaient besoin d'accompagnement, de soutien de tout genre, psychologique, social et émotionnel. Mais on parle là de quel type de violence, sans trop vous couper, Oui. sans trop te couper? Oui, Gabin, c'est important. Violence conjugale ou violence dans la rue? On parle de violence de tout genre, que l'on d'accord. soit dans D'accord. la Dans la rue ou à la De maison? tout genre. que l'on Oui. soit dans la maison, vous êtes violenté, il faut dénoncer. D'accord. Mais ici, les services... Même de sinon- façon verbale? Même de façon verbale. C'est ce qu'on appelle violence psychologique. Quelqu'un va, pendant une période, vous dire des paroles qui heurtent votre sensibilité au point où vous prenez un coup, si on peut le dire comme ça, sur le plan psychologique et émotionnel. C'est une violence. Souvent sur cet instrument que nous utilisons tous, Oui. on va sur les réseaux sociaux, on entend des injures, on voit des gens qui injurient les autres. Est-ce que moi, je peux me porter partie civile pour dire ce monsieur dérange la République avec ses injures, par exemple? Le cadre dans lequel nous sommes ce matin est totalement différent du sujet que tu abordes. D'accord. Comme je le disais, le centre a été initié pour protéger la femme et même les hommes. Parce que Ah, le centre d'accord, a très, très, les très bonne hommes. information. C'est la Voilà. question Et qui les doit enfants aussi, suivre, je crois. justement. Les enfants également. Parce Donc, qu'il y a aussi des hommes battus.
Bien sûr, Dieudonné, le centre de protection accueille les hommes et je vais te garantir que les chiffres sont assez importants. Il n'y a pas que les hommes, les femmes qui sont violentées. Il ne faut pas voir les violences que sur le plan physique. Parce qu'il y a les violences psychologiques. Bien sûr. Gabin, toi par exemple, tu es marié, mais le simple fait qu'on te dise, mais tu es même incapable de me donner l'argent pour faire la popote correctement, tu n'es pas un homme là-bas. Parlant de tu n'es pas un homme là-bas. Mais maintenant, moi, comme je veux te montrer que je suis un homme de temps en temps, lorsque je te sollicite au lit et que tu me dises non, tu es fatigué, est-ce que c'est une forme de violence? C'est une forme de violence parce que tu m'obliges à te forcer. Voilà, on va dire ça comme ça parce que nous avons des enfants qui nous regardent. Oui. C'est une forme de violence. Que l'on soit marié ou pas, le partenaire, aucun des deux, je vous rappelle, que ce soit l'homme ou la femme, n'a le droit d'obliger l'autre partenaire à avoir des rapports. Par exemple. Voilà. Ça doit être des rapports, excuse-moi. Non, le sujet m'intéresse. Ça doit être des rapports consentis. J'imagine bien. Effectivement. Donc, quand il faut forcer là-bas, c'est le viol. C'est ce que dit la loi. C'est mon épouse. Gaba, c'est ton épouse, mais il faut le consentement de ton épouse. Je ne vous suivrai pas. Tu es sûr? Oui. C'était quoi ta question? C'est mieux. Fidji, quels sont les différents services qu'offre le centre? Alors, le centre, depuis 2022, offre des services sur le plan social, le plan judiciaire, le plan juridique, le plan médical, le plan psychologique et psychiatrique, parce qu'il faut dire qu'une femme doit-on comprendre qu'en sus de recevoir les femmes là-bas, le centre peut aider une femme à porter plainte? C'est exactement cela, l'assistance juridique et judiciaire. Parce que vous avez des femmes qui arrivent au centre et qui souhaitent porter plainte. Ces dernières n'ont pas de moyens parce qu'il faut prendre un avocat, il y a toute une procédure. Mais lorsque vous allez au centre, le centre vous apporte toute l'assistance. Et cela gratuitement. Donc tu confirmes ici que le centre est toujours ouvert. Il n'est pas fermé parce que l'impression que nous avons eue après le coup de libération du 30 août 2023, c'est que le centre avait été fermé. Non, pas du tout. Le centre n'a jamais été il reçoit fermé. toujours. Le centre fonctionne correctement. Comme d'autres établissements, le centre accueille les victimes. Le coup de liberté n'a jamais freiné les activités du centre. Et si on parlait des chiffres alors? Oui, très bien, merci. Combien de personnes ont été reçues? S'il faut faire le bilan, bilan de 2024. Nous sommes presque à la fin de 2024. Alors, je vais faire comme Gabin le fait souvent. Gabin ne me demande pas de payer les droits d'auteur. Alors, en 2023, le centre a accueilli 1038 victimes. Dis donc. Hommes et femmes confondus. Tenez-vous bien. Il y a autant de violence dans nos foyers. Oui. C'est alarmant. 913 femmes et 118 hommes. En 2000, oui. C'est inquiétant ça. Les hommes, ils ont subi quoi? C'est quoi? Des coups? Les hommes, il y a des hommes qui subissent des violences coups physiques, mais surtout verbales. les violences psychologiques, verbales pour... du genre, tu n'as pas l'homme là-bas, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, et il faut dire que les hommes ne parlent pas beaucoup. Les hommes ne dénoncent pas à cause des stéréotypes qu'il y a autour. Oui, Gabin, on va se dire que tu es faible, tu es... Voilà, ils préfèrent garder le silence. Et en 2024, le centre a accueilli 480. Alors, monsieur, ne serrez plus les dents, elle n'avait pas terminé. Elle n'avait pas terminé, oui. Donc, je disais, en 2024, le centre a accueilli 497 personnes, donc 428 femmes et 69 hommes. Dis donc. Des chiffres comme tu disais, c'est inquiétant. En offre, Dieudonné, est-ce que ça veut dire que notre société est quand même... aussi violente? Violente? Oui. Parce qu'avec les 1000 et quelques cas, c'est que nous sommes dans une société où on est très violent. Oui, nous sommes violents, mais on le cache très et bien. vous voyez, ça se répercute même sur les enfants qui vont encore au lycée et au collège. Au collège, oui, qui se battent Parce que si au niveau régulièrement. des adultes, on atteint les 1000, Oui. la conséquence, c'est celle-là qu'on voit chez les enfants, dans les établissements. Et le centre accueille également les enfants. Et la particularité du centre, quand on parle d'accueil, c'est que si Fidji, Dieu merci, ça ne va jamais t'arriver, tu te retrouves à la porte, 23 h, tu n'as nulle part où aller, sache que le centre
va t'accueillir. Les portes du centre sont ouvertes 24 heures Super. sur 24. Tu arrives, on te reçoit tout de suite. Il y a un médecin qui te prend en charge. Il y a des psychologues qui te prennent en charge. Il y a des juristes qui sont là pour t'accompagner dans la procédure selon ce que tu vas décider, porter plainte ou divorcer. Le centre met également ces locaux. Vous avez des salons, des chambres pour enfants, pour adultes, une cuisine, un espace d'accueil favorable et adéquat pour permettre aux pensionnaires de passer un moment, je ne dirais pas agréable. On vous garde combien de temps là-bas lorsque vous êtes violenté chez vous? Cela dépend. Tous les cas ne sont pas pareils. Parce qu'il faut également préciser que la mission du centre n'est pas de garder les victimes ou d'emmener certaines victimes à divorcer. Voilà, le centre offre par le une protection. Biais, voilà, non seulement la protection, mais par le biais de la psychologie, on écoute. Lorsque le partenaire violent est consentant, on l'écoute et il y a beaucoup de couples qui sont sortis de là guéris et restaurés et qui vivent aujourd'hui une vie de couple stable grâce aux efforts et au travail abattu par le centre. Donc les cas ne sont pas les mêmes. Non, sincèrement, les chiffres que tu donnes m'effraient. Bon, si pour l'année 2023 on a atteint le millier de cas, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'on est dans une société violente. Merci encore Eva. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Parfait. Super. Allez, la suite de Matin Week-end, c'est tout de suite. Comme note introductive aujourd'hui, ça n'arrive pas très souvent, nous n'en aurons qu'une seule, plein projecteur sur l'embouteillage de l'axe Lalala à droite, Pont-Nomba. Causé, dit-on, par la modernisation de cet axe. D'aucuns disent que la route a été rétrécie. Oui, effectivement. Dès la prise de pouvoir par le CTRI, le CTRI justement a décidé de la réhabilitation de certains axes, de les moderniser. Et là, cet axe échangeur Lalala pour le Pont-Nomba, comme on le constate sur les images, a été véritablement réhabilité et ça ressemble à quelque chose d'une ville moderne. Mais malheureusement, on le constate depuis quelque temps que les embouteillages se sont accrus. D'aucuns penseraient effectivement que la route est rétrécie. Non, la route a la même largeur, 8 mètres, je crois 60 par là. C'est tout simplement que en amont, la route a été bien évidemment protégée par des dallos, mais en aval, donc au niveau du pont, ça fait comme dit souvent Dieudonné, l'effet entonnoir. Ça vient, il y a un grand flux, et quand on arrive au pont, ça se rétrécit, et du coup, ça cause un embouteillage pour ceux qui sont derrière. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les gens sont éblouis de voir que finalement cet endroit-là pouvait ressembler à ce que l'on voit dans des pays développés. Il ne faut pas avoir honte ou peur de le dire. Oui, il y a des gens qui marquent souvent, qui ralentissent, qui observent, qui regardent. Du coup, ça cause des embouteillages pour ceux qui sont derrière. Il y a aussi que vous avez des automobilistes sur les parkings de pause minutes qui parfois laissent leur véhicule et s'en vont quelque part pendant longtemps. Ou pendant que quelqu'un atteint un taxi, au lieu que le taximan prenne justement arpente le petit site réservé pour prendre un client, il le prend directement sur la voie et du coup ça cause un embouteillage. Voilà un peu les raisons qu'on peut donner à cet embouteillage. Mais il faut dire que c'était un endroit véritablement modernisé. Il faut féliciter l'entreprise Mika Service, entreprise de Alain-Claude Kwakwa, qui a réalisé ces travaux. Vraiment, comme vous le constatez, moi, avec un recul, lorsque je regarde les images, ça me rappelle Dubaï, avec ses palmiers, avec ses palmiers plantés, la pelouse, les garde-fous. Vraiment, ce petit espace-là, c'est beau à voir. Donc, avant de continuer notre débat, je propose d'aller sur le terrain. Écoutez le chef projet de cet aménagement routier. Alors, il faut dire que pendant la durée des travaux,
tout au long du projet d'aménagement du carrefour des Akaye. Il est arrivé un moment où nous avions des travaux qui nous obligeaient à parfois poser des restrictions sur la largeur de la voie. Bon, aujourd'hui, il se passe que les travaux ayant considérablement évolué, toutes les emprises qui étaient nécessaires pour toutes les emprises nécessaires pour la réalisation de ces travaux ont été libérées, mais on constate toujours qu'il y a des ralentissements, il y a un fort ralentissement à l'entrée du pont Nomba, et lorsque ça n'évolue pas favorablement là-bas, l'embouteillage se répercute jusqu'au niveau de Antares. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, du côté Akaye, où nous on exécute les travaux, la circulation elle est libre, les véhicules ils passent dans les deux sens sans aucun problème. Mais une fois que vous arrivez à l'entrée du pont Nomba, pour aller vers Ovendo, vous constatez qu'il y a un net ralentissement, avec parfois des interruptions même de trafic. Lorsqu'on va un peu plus loin et qu'on arrive à la passerelle qui est précisément à Petro-Gabon, on constate à la fois que les usagers, les piétons traversent la route, chacun à son rythme, chacun à son tour. En plus, les taxis y garent sur la voie faute d'espace de dépose des taxis. Et encore un autre cas qui est cette fois un cas d'incivisme parce que la passerelle a été réalisée par les pouvoirs publics, mais on constate aujourd'hui qu'on a toujours 2 personnes sur la passerelle, 50 personnes qui cherchent à traverser la voie de toutes les manières possibles. Alors, ce cas fait en sorte que, une fois que vous passez, vous avez dépassé le niveau de Petro-Gabon et la station Total, le carrefour pédiatrie, vous vous rendez compte que jusqu'à Carrefour SNI, il n'y a plus d'embouteillage. Vous dépassez le Carrefour SNI, vous allez jusqu'au port, vous avez l'impression que vous êtes dans une zone déserte. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Petro-Gabon? Voilà, le problème de la passerelle, personne ne l'emprunte, et pourtant, elle a été sollicitée par bon nombre d'usagers, mais aujourd'hui, on constate que curieusement, tout le monde a mal aux pieds. Plus personne ne veut l'emprunter. Le même cas se produit à la passerelle du Carrefour SNI. C'est le même constat qu'on fait. Personne n'emprunte la passerelle. Tout le monde est subitement malade, personne ne veut l'emprunter. Les stationnements des taxis sont anarchiques. Tout le monde gare en plein carrefour. Le code de la route est complètement ignoré. Ajouté à l'incivisme, on ne peut que constater ce genre de choses. C'est déplorable, mais c'est le constat qui est fait et il mérite que ce soit dit. Alors, sur les travaux que nous avons réalisés au Carrefour Akaye, nous avons réalisé aujourd'hui un peu plus sur le tronçon rond-point Akaye vers Petro-Gabon, nous avons réalisé 975 mètres linéaires de voies en béton armé continu. Nous avons réalisé 225 mètres linéaires de voies en béton armé continu pour relier cet axe à Horizon Nouveau. Nous avons réalisé 750 mètres du côté Akaye Plage en béton armé continu. Nous avons réalisé un espace multisport de plus de 670 mètres carrés disponible pour la jeunesse. Nous avons réalisé un peu plus de 600 mètres de bassin versant et 400 mètres linéaires d'assainissement d'hiver entre bordure et caniveau avec un peu plus de 3500 mètres carrés d'aménagement paysager, jardin, banc public et tout ce qui va avec, d'un côté comme de l'autre. Nous avons réalisé 4 km de terre-plein central, donc des deux côtés de la voie, 4 km de terre-plein central, le terre-plein central plus les 2 autres accotements sur un linéaire total de 4150 mètres. Alors aujourd'hui, nous sommes en phase de livraison de ce projet avec la collaboration du CNE pour la pose des feux tricolores qui nous a accompagnés. Nous avons eu aussi la NAV qui nous a accompagnés pour l'installation du Wi-Fi qui sera gratuit pour tous les riverains de la zone. Des phases tests ont été faites avec succès. Le Wi-Fi est fonctionnel. Nous attendons, tel que vous pouvez le constater, que les feux soient mis en marche. Une fois que les feux seront mis en marche, nous attendons simplement le programme. Une fois que le programme il est disponible, nous allons remettre à la circulation l'ensemble du carrefour et permettre un meilleur flux de circulation, un meilleur échange de voies et de directions. Après tes explications, Gabin, et celles du chef projet, on peut confirmer que ce n'est pas la qualité des travaux qui est mise en cause, mais plutôt l'incivisme des populations. C'est le cas de le dire. Nous sommes encore un peu inciviques. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est même pas nouveau, parce qu'il faut voir, même ici, partout dans la ville,
Dès qu'il y a même un petit accident où il y a un attroupement de personnes, ceux qui circulent en voiture veulent tous s'arrêter pour savoir de quoi il est question. Oui, oui. Et en général, on en arrive à ça. En regardant les images, vous voyez que l'espace est tellement propre. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce que M. Kwakwa ne nous a pas expliqué sur le terrain? Les personnes vivant aux alentours qui prennent, ou celles qui viennent passer du beau temps sur les bancs publics. Les bancs publics. Oui. Au lieu de s'asseoir convenablement, ils s'asseyent au niveau du banc, ils posent les pieds sur là où on peut poser le postérieur. Ils se croient certainement nos stress. Il y a ceux qui ont les restaurants et ceux qui ont... Il y a une clinique non loin de là. Oui. Bon, Il y a une clinique, une université. je ne vais pas faire de la mauvaise publicité pour eux, mais il faut qu'ils soient civiques. On ne prend pas la saleté, on ne jette pas les eaux usées n'importe où. Finalement, vous comprenez que les eaux qu'il y avait au niveau, qui stagnaient au niveau d'Orca, du magasin Orca, étaient dues justement au bouchage en aval des caniveaux. Maintenant qu'il y a des caniveaux qui ont été curés et mis en place, vous constatez que malgré les fortes pluies, il n'y a plus de l'eau. Ça veut dire que la qualité du travail a été assurée. C'est un espace moderne où désormais les populations pourront utiliser le Wi-Fi à volonté comme ils le veulent. Et il y a une pompe fontaine qui vous donne de l'eau. Il y a un Wi-Fi public à cet endroit? Oui, il y a un Wi-Fi confirmé. Oui. Il y aura un Wi-Fi. Oui. Et c'est un ouvrage fait par des Gabonais. C'est une entreprise gabonaise. C'est une entreprise gabonaise. Réalisée par des compatriotes. Oui, réalisée par des compatriotes. On emploie des Gabonais. Des Gabonais, c'est ça. Comme quoi... la main-d'œuvre gabonaise aussi est capable de faire des choses. Très bien. Donc, on peut-on multiplier ce type de projet ce serait génial de multiplier ce type de projet dans tout Libreville. Si vous souhaitez un Libreville propre et moderne, il faut. Aux membres du CETERI, au président de la République, ce n'est pas une exigence, mais c'est le souhait des populations de multiplier ce type de réhabilitation, de développement de nos différents axes dans tout Libreville. Ce serait génial. Pour qu'on ait un Libreville génial. J'imagine que c'est un projet pilote qui va se multiplier, et c'est le souhait, je le confirme encore, je le réitère, c'est notre souhait, Monsieur le Président du CETERI, Monsieur le Président de la République, que ce type de projet soit fait un peu partout. Et qu'il soit entretenu, parce qu'après... Le véritable problème, ça va être l'entretien. Oui. Ça va être l'entretien. C'est bien de planter de la pelouse, mais faut-il encore puisqu'après, ça va être remis voilà. à la commune de Libreville, à la mairie de Libreville, parce que là, dans cette zone, nous sommes encore à Libreville, oui. Nous ne sommes pas ce n'est qu'après le pont qu'on rentre dans la commune de Vendo. Le véritable problème, ça va être celui-là, celui de l'entretien. Mais je sais bien, je me souviens à la mairie de Libreville à l'époque, ils avaient une direction des jardins, je crois qu'elle existe toujours, puisque ce sera à eux de l'entretenir, comme au niveau du lycée Léomba. Vous voyez l'espace vert, en face de l'immeuble. De là où était le dialogue, voilà. Et que nous soyons, nous, les usagers, conscients, civiques. Éviter de jeter les canettes et tout n'importe où. Très bien, arrêtez aussi de polluer la nature, hein, monsieur environnement. C'est une forme de pollution, lorsque vous jetez les canettes, bien sûr. Les papiers et tout ça, c'est une forme de pollution. Bien sûr. Très bien. Vivement que ce projet continue, parce que ça embellit joliment l'asile. Se multiplie, merci. Dans le Grand Libreville. Dans le Grand Libreville. Bien sûr aussi à l'intérieur du pays. Hein, mais commençons d'abord par Libreville. Mais commençons d'abord par Libreville. La vitrine du pays, c'est Libreville. Voilà, je vous l'annonçais à l'entame qu'il n'y aura aujourd'hui qu'une seule note introductive. On passe directement à la suite, à la grande partie de Matin Week-end. Réhabilitation de la Cité de la démocratie, c'est ce premier sujet de la deuxième partie de Matin Week-end. Construite pour abriter le sommet de l'OUA en 1977 et certains grands événements politico-administratifs et culturels, puis détruit en 2014. La Cité de la démocratie est en train de faire sa mue, Gabin. Il conteste le mot mue. Moi, je le regardais, mais bon, chacun sa façon de parler, son langage. Oui, je pense que la Cité est en train de faire sa mue, en train d'être réhabilitée, pour reprendre tes paraphraser.
d'études en 2014, donc près de 4 ans après l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir, pour, soi-disant, la construction d'une cité administrative de plus de 700 bureaux. Le projet n'a pas vu le jour. Après, on s'est lancé dans la construction d'un terrain de golf, qui là aussi, malheureusement, n'a pas vu le jour. Avant sa destruction, le budget annuel de 2013 qui prévoyait la construction de la cité administrative, puisque c'était dans le chapitre présidence de la République, vous allez le voir sur le tableau. Donc, il avait été prévu des études d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme. Le coût était élevé à 327 272 728 francs. Les autres études et missions de planification étaient estimées à 272 727 francs 273. Le contrôle technique était estimé à 312 500 000 francs CFA. La mission de contrôle de projet était quant à elle estimée à 437 500 000 francs CFA. Les travaux de réhabilitation des bâtiments étaient estimés à 1 250 millions de francs CFA avant la destruction. C'est l'ANGT qui avait à cette époque, puisqu'on avait désossé le ministère des TP de toutes ses prérogatives, c'est l'ANGT, donc l'Agence nationale des grands travaux, qui avait ce pactole pour lui, pour justement détruire et reconstruire le projet qui avait été annoncé. Malheureusement, de deux projets, et celui de la construction de la cité administrative, et celui du terrain de golf, je ne sais pas à quoi et le budget avait quand même été mis en place. C'est ce que je vous dis, monsieur. Le budget a été mis en place. Il était prévu. Oui. Malheureusement, le total, je ne vous l'ai pas donné, ça faisait 2 600 millions de francs CFA. Malheureusement, ils sont allés dans la nature. Oui. Malheureusement, les travaux n'ont pas abouti. Mais je veux vous dire, il y a un expert qui avait été pris maintenant pour le deuxième projet, donc celui de la construction du terrain de golf, qui lui devait faire des études, et les études étaient fixées, le coût des études était fixé à 5,7 milliards de francs CFA, soit 8,6 millions d'euros, juste pour des études. D'ailleurs, le problème, ne pouvant pas payer cette expertise, l'État gabonais s'est retrouvé avec cette entreprise dirigée par Jean-Louis Grégory, un Français, s'est retrouvé auprès du tribunal pour qu'enfin cette ardoise soit payée. À ce jour, nous ne saurons quoi vous dire. Est-ce que finalement l'État gabonais a payé cette ardoise? Est-ce que finalement l'ancien régime a pu payer cette ardoise? Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, avec le CTRI, ils ont décidé de réhabiliter, sinon de faire mieux que ce qui existait, que ce qui avait été construit en 1977. Yabin, allons rapidement découvrir ce document. Ça prouve qu'il y a des gens qui ont encore de l'orgueil, qui ont encore de la personnalité dans ce pays. Lorsqu'ils disent ils font, ils le font. Allez, on y va. À la Cité de la démocratie. Construite en 1977, la Cité de la démocratie, autrefois appelée Cité du 12 mars, en référence à la date de création du Parti démocratique gabonais, parti unique de l'époque, ce site, dans son ère inaugurale, a abrité premièrement la conférence historique de l'Organisation africaine, OUA. Ensuite, plusieurs événements culturels, administratifs et politiques, dont le plus marquant reste celui de la conférence nationale en 1990. Près de 40 ans de fierté nationale, à la surprise générale, la Cité de la démocratie va être détruite. Nous sommes en 2014. L'ancien régime décide de tout détruire comme patrimoine, de tout effacer comme mémoire historique, pour, dit-on, construire une cité administrative qui ne verra jamais le jour 10 ans après la démolition. Autour du projet, toutes les spéculations convergeaient vers l'érection d'un terrain de golf, qui plusieurs années après ne sera finalement qu'une vue de l'esprit. Quelques mois seulement après le coup de libération du 30 août 2023, le CTRI décide de tout restaurer comme mémoire, en apportant une signature spéciale, d'où la sollicitation d'une entreprise internationale dont l'expertise commence à faire rêver.
around more than 15 years, we are working in Africa, usually Senegal, Congo. Nous sommes la société Souma. Nous avons travaillé en Afrique depuis déjà plus de 15 ans dans différents pays d'Afrique tels que le Sénégal, le Congo, le Niger, la Guinée équatoriale, le Rwanda, l'Ouganda, Sierra Leone, Bénin et plusieurs autres pays. Nous avons travaillé dans des projets tels que des aéroports, des centres de congrès, des malls, des hôtels, des stades, des complexes sportifs et bien d'autres. Hotels, etc. Now, the democracy, we are doing the conference center project, including that conference center. There is a presidential conference hall, main Nous concentrons conference sur hall, le projet and qui banquet consiste hall à also. construire un centre de So, conférence. main Et ce centre de conference hall conférence will va be inclure un centre de 2000 conférence people présidentiel, capacity, une salle de and conférence d'une banquet capacité de also, 3000 places sitting assises, capacity d'une salle de banquet à côté d'une 1500 capacité de and 1500 places stand. assises et There is a- 3000 will be personnes again debout, the bien sûr, 2000 55 villas person présidentielles, une clinique, and 2 hélipads, 55 un building de presidential sécurité à villas l'entrée. there. On a And aussi we have un the, zoo, un three espace jeu et un espace helipads. sportif ouvert. And, À l'intérieur, vous we y have trouverez the aussi des routes zoo, internes, des espaces de open parking, playground des area, infrastructures telles que roads, systèmes d'incendie, and the d'eau, infrastructure transformateurs and et électricité, ainsi que landscaping des works travaux also d'aménagement de included paysages. everything. Pour coller aux orientations des plus hautes autorités de la République, l'entreprise Zouma a choisi de sous-traiter certaines tâches avec des entreprises locales, avec comme effet de l'emploi à hauteur de 70%, soit près de 850 ouvriers locaux et 30% d'expatriés qui représentent 410. Au regard de la pénibilité de certaines tâches, le débat sur l'approche genre n'est pas respecté. Of course, in our project, we are using the local companies also. So they are continue just now the infrastructural works. En effet, dans le projet, nous travaillons aussi avec des compagnies locales et ces compagnies travaillent sous notre supervision. Ils travaillent dans le cadre de travaux de structuration, des travaux de finition, de briques, de mécanique et même de l'électricité ainsi que de canaux de ventilation. Mechanical works to our mock-up building. Now we have the 1,260 something workers, all staff. And according to our contract, we are trying to keep the 70% and 30% expat, 70% local. Alors, nous avons environ 1265 employés sur le site. Et nous essayons de notre mieux de respecter le contrat qui nous a été donné, qui consiste à avoir 70% de travailleurs locaux et 30% de travailleurs expatriés. Ce qui fait que nous avons à peu près 850 travailleurs locaux présentement sur le site et 410 expatriés en estimation. I'm sure there is not enough quantity, but we have the women also, the workers side and office also. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une grande quantité de femmes, mais je peux vous assurer qu'on a quand même certaines femmes incluses sur le site. On a des femmes, par exemple, qui travaillent dans le domaine de HSE, on a des femmes au niveau de la soudure, on a même des conductrices gros engins, ainsi que des femmes présentes au bureau. À ces jours, les Gabonais se posent toujours la question de savoir pourquoi ce joyau a été détruit en 2014. La Cité de la démocratie a été pour nous quelque chose, je dirais pour les Gabonais, quelque chose qui a marqué notre existence, à la fois l'existence du pays et beaucoup plus les Gabonais. Parce que nous avons connu des moments dans notre histoire qui ont été marqués dans cet espace, notamment
ce pourquoi il avait été construit, ce palais, c'est-à-dire l'OUA s'est réuni là, 17 ans après notre indépendance, 14e sommet, et le président d'alors avait mis un point d'honneur à construire ce palais de conférence pour que nous puissions recevoir les Africains, nos frères africains, dans de très bonnes conditions. Donc, lorsqu'il s'agit de le démolir, quelque chose qu'ils étaient quand même très très difficile à accepter en tant qu'architecte, l'Ordre gabonais des architectes avait mis un non catégorique. On s'était sujet, quand les décisions, vous vous souvenez, c'est l'ANGT qui avait pris la décision de démolir le palais de congrès, de démolir la salle des banquets, la salle de spectacle. Et lorsqu'on a vu le type de bâtiment qu'on allait détruire, c'était quand même, pour des architectes, quelque chose de très difficile à accepter. Parce que on imagine pour ceux de nos confrères qui ont conçu ces bâtiments, et ça leur était très très difficile de voir de tels joyaux se faire démolir, alors que pour nous, lorsqu'on construit, on y met notre âme, on y met notre esprit, et généralement, c'est pour que ça puisse traverser le temps, pour que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, les générations et les siècles suivants, on puisse toujours voir vivre ces édifices. Donc, l'OGA, à l'époque, avait fait une tribune dans Gabon Matin pour dire publiquement aux autorités de l'époque que nous ne convenions pas à cette décision parce qu'on pouvait faire autre chose ailleurs et conserver ce qu'on avait déjà là que de casser, alors que casser ne construit pas le pays. Donc, ça a été choquant pour nous, les architectes, que le pouvoir ne nous ait pas suivis et que ces édifices ont été démolis. Mais ce qui est d'autant plus embêtant, M. Atiga, c'est que je suis sûr que ce bâtiment, à le démolir, ça nous a coûté encore beaucoup plus cher que sa préservation. C'est-à-dire, on l'aurait réhabilité, on l'aurait entretenu, préservé, ça nous aurait largement coûté moins cher. Parce que il faut savoir que nos frères yougoslaves qui sont venus construire ces bâtiments étaient de très grands constructeurs. Nous avons actuellement le palais du bord de mer. J'ai travaillé et je connais que la structure, c'est une structure qui est très bien faite. Le gros œuvre est très dur. Donc, démolir, en toute honnêteté, ça nous a coûté très cher. Ça nous a coûté très cher, tout simplement parce que ces bâtiments n'avaient pas été faits pour être démolis. Donc, lorsque nous prenons la décision de démolir, ben, écoutez, il fallait s'attendre à ce que le simple fait, par exemple, de démonter ce qu'il y avait comme toiture, ce qu'il y avait comme plafond, ce qu'il y avait comme boiserie à l'intérieur, ben, je suis sûr et certain que ça a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de milliards de francs à les détruire, alors que peut-être la moitié ou le quart nous aurait suffi pour essayer de les remettre, d'en faire une peau neuve, de les remettre à l'ordre du jour. Il suffisait juste peut-être de polir le sol qui était en marbre, de polir les murs et puis de refaire le second œuvre qui était à l'intérieur. Ça, je suis sûr et certain que la démolition de la Cité de la démocratie nous a coûté beaucoup plus cher que ça nous aurait coûté si on avait décidé de le réhabiliter et d'ajouter un peu plus, de le mettre au goût du jour, c'est-à-dire au goût des années 2000. Je dirais que si elle a été démolie, c'est parce que certainement, il y avait peut-être un projet pour ces lieux-là. Donc, je crois que voici pourquoi les autorités avaient pensé peut-être démolir la cité pour pouvoir rebâtir quelque chose de mieux. Chose que vraiment, avec le temps, je crois que voilà, les choses ne sont pas faites. Et voici ce qu'elle en devient aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Moi, à mon avis, je pense qu'il est mieux encore peut-être de repenser quelque chose de bien. Parce que la Cité de la démocratie, il faut bien dire que ça permettait de pouvoir, et bien évidemment, avoir des conférences. C'était un palais de fête aussi en même temps. Voilà, donc je pense que c'est ça. C'est un gros symbole pour le Gabon. Je crois que les salles des banquets, des fêtes ont été construites entre 73 et 77 lors de la tenue du sommet de l'OUA. Je crois que c'est cela.
Ces salles ont profité à l'organisation de gros événements. Elles contenaient une capacité importante de monde en termes de public. Bon, le fait qu'on les détruise, c'est comme une partie de notre histoire qui nous a été arrachée. Et que la cité de la démocratie soit en reconstruction aujourd'hui, c'est un baume que les autorités dirigeantes actuelles nous mettent sur le cœur. Depuis chez moi, je peux constater qu'il y a des bâtiments qui poussent. Était une grande perte dans ma vie parce que c'était un bijou de la famille, un bijou du Gabon. La salle de la démocratie représentait en tout au Gabon. Le jour que le président dessus, sortant, avait cassé la cité de la démocratie, c'est ce jour-là que je l'ai dit à certaines personnes qui me connaissent bien, qui vont se rappeler de ça, qui vont me voir demain après-demain, je les avais dit, Ali Bongo n'aime pas le Gabon. Parce que quelqu'un qui avait l'amour du Gabon ne pouvait pas casser la cité de la démocratie. Quelqu'un qui aimait le Gabon, qui aimait son pays, ne pouvait pas toucher la cité de la démocratie. Et ce jour-là, quelqu'un m'a dit, tu n'es pas sérieux lorsque tu le dis. J'ai dit, je suis sérieux. Parce que casser la démocratie, c'est de tuer tout le peuple gabonais. Parce que c'était une œuvre, une art pour nous. On avait la plus grande salle de conférence. On avait tout, je vais citer quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a envie de me faire pleurer les larmes. Lorsque j'apprends le lancement des travaux de la cité de la démocratie, je dis ceci. Le Gabonais est en train de récupérer son pays. Le Gabonais se retrouve dans son pays. Reconstruire la cité de la démocratie, c'est reconstruire le Gabon. Et peu importe tout ce que chacun de nous a son point de vue, moi je dis, en tant que personne vivant avec un handicap, que je suis handicapé, je dis l'arrivée de Ly Guinguiéman, monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef de la République, président de la République, je dis bien, son arrivée au Gabon est une bonne chose. Moi je pense que c'était un patrimoine qu'on devait préserver, puisque ça faisait la joie du pays. Mais je ne sais pas quelle est la mouche qui a piqué certains responsables pour détruire ce patrimoine-là. Parce que les années 77, moi j'ai assisté à des conférences où tout le monde était toujours content par rapport à ce qui se passait au Gabon. Malheureusement, comme disait le professeur Ondoosa, que dans le pays, il y a des Gabonais normaux et des Gabonais qui sont anormaux. Moi, je pense que c'est un Gabonais qui est anormal, qui n'a pas de repère, qui vient faire en sorte que cette cité puisse être détruite. Mais si on a détruit cette cité, c'est pour quelles raisons? Ça fait plus de 14 ans, rien n'a avancé dans cette cité. Maintenant, pour moi, ça me donne la joie dans le cœur parce que je vois qu'il y a des bâtiments qui sont en train de renaître. Et je félicite la personne qui a eu cette idée-là, ce Gabonais qui est normal, qui essaie de faire renaître ces bâtiments. Et ça me fait la joie dans le cœur parce qu'on veut faire revivre le Gabon. Ce sont des discussions, je voulais attirer l'attention du ministère public pour que les choses soient revues, pour porter plainte même à la personne qui a eu l'idée de détruire ce bien, ce patrimoine qui était vraiment important, que le vieux Omar nous a laissé, où tout le monde était content. Donc, il faudrait que le ministère public se tienne à cœur ce dossier-là pour que ces personnes-là puissent répondre de leurs actes, puisqu'ils n'ont rien fait jusqu'à présent. C'est regrettable de constater que un bien matériel comme ça, que nous avons vraiment hérité de feu président Bongo, c'était vraiment une fierté pour notre pays. Et cela constitue en même temps la vitrine même de la ville, de la capitale. Mais c'est dommage, ça a été détruit, ça a été cassé au motif que, à l'époque, semble-t-il, qu'on voulait en faire un site pour abriter les jeux de golf, ainsi de suite et tout.
Mais nous n'avons pas cette culture-là. Je veux bien que ça fait partie de jeu, d'accord, mais par rapport à la destruction, voilà maintenant que depuis que nous avons là les travaux qui se font, que nous remarquons, qui sont vraiment des visites, c'est vraiment un baume au cœur que nous ressentons en ce moment. Ça vient soigner, ça soigne exactement tout ce que nous avons vraiment regretté dans le temps. Et c'est une bonne chose. Donc, chapeau vraiment au CTRI qui essaie de se mettre sur tous les chantiers, et de réaliser, et quand il commence, il termine, c'est ce qui est vraiment important. Et c'est ce que nous constatons. Et moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons encore revenir sur ce passif vraiment qui n'a pas du tout intéressé les gens. C'est dommage, c'est du passé, mais nous sommes maintenant obligés de faire avec le présent. Et c'est notre souhait. Et chapeau vraiment au CTRI pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Pour respecter les engagements pris auprès du président de la transition, les travaux se font jour et nuit à un rythme effréné, en attendant de découvrir la nouvelle cité de la démocratie. Yes, actually, we have the limited time and we have the one commitment to the president. Nous tenons à honorer l'engagement que nous avons pris à l'égard du président de la République. Pour ce faire, nous travaillons jour et nuit. Donc, nous avons une équipe de jour et nous avons une équipe de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes présents et nous travaillons activement. So we are continuing directly. Of course. En effet. This is our prestige project, so everything is under Summa guarantee. Il s'agit ici de prestige. Prestige. Yes. En effet, ceci est un projet prestigieux. Alors, cela sera fait sous la garantie de Summa, au standard de Summa. It will be the first class. Ce sera un projet de première classe. C'est une partie de l'histoire du Gabon qui a été détruite que les nouvelles autorités sont en train de réhabiliter. Tu l'as dit dans ton lancement. Oui. Construire pour abriter le sommet de l'OIA, pour abriter des grands événements politico-administratifs et culturels. Oui. La cité de la démocratie est le lieu où la dernière prestation d'Omar Bongo en tant que président de la République, je pense en 2005, s'est faite là-bas. C'est un lieu chargé d'histoire. Ah oui, ça ne s'était pas fait à la présidence. Cette fois, Omar Bongo avait décidé d'aller le faire là-bas. À la Cité de la démocratie, il y avait un palais, celui qu'ils appelaient palais de marbre, où Omar Bongo recevait ses hôtes, où séjournait Mobutu de son vivant lorsqu'il arrivait au Gabon, sur le mont Momboué. Le mont Momboué. Sur le plan culturel, la Cité de la démocratie a abrité plusieurs événements, plusieurs spectacles. Par exemple, Africa Music Award à l'époque avec, comment il s'appelait encore ces grands animateurs non, c'est pas... C'est pas grave, on va trouver. On reviendra. On reviendra. Dans cette cité, je suis allé regarder le concert de Kassav. Ah oui. 1985, là-bas. Donc, comme le disait Gabin, c'était un lieu chargé d'histoire. On ne pouvait pas comme ça le détruire. Africa Vision, grande émission culturelle où il y avait plein d'artistes africains. Je pense que nous sommes... C'était animé par Claudicia? Non, c'était pas Claudicia. Claudicia, c'était un peu plus tard. C'était animé par... il habitait le 9 étage, grand animateur de télévision. Oui. Oh là là. Moi, je recommande Constieka. Constieka pour... celui qui avait animé Africa Vision. Oh là, comment j'oublie son nom. Bref. Bon, il y a aussi une émission africaine qui concernait la musique. Claudicia aussi animait de ce côté-là. Il y a plusieurs événements. C'était plein de souvenirs comme ça. On a perdu la mémoire parce que, bon,
Il y en a qui ont pensé qu'il fallait nous faire perdre cette mémoire. Les bâtiments étaient cassés et vous avez perdu la mémoire en même temps. Mais c'était ça l'objectif. Oui. C'était de briser tout ce qu'Omar Bongo avait laissé. Il fallait effacer la mémoire d'Omar Bongo. Mais c'est très grave. C'est très grave. Lorsque vous succédez à un grand homme comme cela. Vous avez écouté l'architecte tout à l'heure, Gabriel Agnamanti. Il dit ceci. Eux, les architectes, quand ils construisent, ce n'est pas pour détruire, mais surtout d'un tel investissement. Quand on a construit, le plus important maintenant, c'est d'entretenir, pas de venir détruire. Mais bon, il y en a qui ont pensé qu'il fallait effacer. Et nos mémoires, pour preuve, on n'arrive même plus à retrouver. Alain Dixon, Africa Vision. Vous n'étiez même pas encore. Alain Dixon, grand animateur. Non, je ne connais pas. Voilà, c'est revenu. C'est revenu. Alain Dixon. Je pense, Ondenon, son titre, il y avait une émission où les différentes provinces présentaient un artiste. Ouais. Ondenon a presté. Le premier concert d'Oliver Ngoma, en 91, c'était à la Cité de la Démocratie. Wow. Avec Pierre Claver à Kendengue. Je comprends votre émotion. Mais comprenez aussi la mienne. Comprenons nos émotions. Non, mais plus de... Qui n'a pas dit pourquoi on détruit cela? Pourquoi? C'est la question que je posais en off. Est-ce que certains ne se sont pas opposés à la destruction de c'est ce que l'architecte a dit tout à l'heure. L'ordre des avocats était allé voir les patrons de l'ancien régime. Oui. Ils avaient dit à Ali Bongo, ce n'était pas possible qu'on détruise la démocratie. C'est notre histoire, notre histoire. Sauf si on voulait effacer cette histoire du Gabon. Continuons ce sujet hyper intéressant. Alors, Gabin Dieudonné, Omar Bongo avait comme grand chantier lors de son magistère la construction du chemin de fer. Brice Clotaire Olinguema comme grand projet au bout d'un an. C'est la réhabilitation de la Cité de la démocratie. Il n'y a pas que la Cité de la démocratie. Oui. Ok. Premièrement, réhabilitation de la Cité de la démocratie. Vous venez de le voir dans ces documentaires. Il y a la construction, ça on le verra très prochainement, de cette cité administrative qu'on a été incapable de réaliser en 2014. Oui. On va la réaliser à la vallée Sainte-Marie. Ils n'ont pas pu achever le grand projet de la marina. Brice Clotaire Oligingama va l'achever certainement, si Dieu lui donne la force, j'imagine. C'est quelqu'un de pragmatique. Mais on voit également ce bâtiment administratif qui va être construit là où il y a le tas de sable. Mais tout ça, ça fait partie du grand projet de la marina. Donc, je disais tout à l'heure, on voit le pragmatisme de l'homme. Oui. On voit la personnalité que c'est. Pour ceux qui le connaissent, avant tout cela, Brice Clotaire Oligingama était un bâtisseur. Pas bâtisseur avec les cœurs, les truelles. Bon, je ne sais pas pourquoi tu vas nous chercher la truelle et l'équerre, mais on a parce dit bâtisseur. Je sais de quoi vous voulez. Non, monsieur, je vous regarde. C'est vous qui avez dit bâtisseur. Voilà. Bâtisseur tout court. C'est bien mon commode au quartier, c'est déjà là-bas. Non, c'est un grand bâtisseur, il faut le reconnaître. Lui et ses amis, on sent en eux les gens qui veulent changer le visage du Gabon. On espère qu'ils auront la force, que le Gabonais les accompagne également pour réaliser tous ces projets. Il n'y a pas que la force, il y a les moyens aussi. Oui. Voilà. Il faut avoir la force et les moyens pour le faire. Comme le Gabon... Bon, je pense que le pays en a quand même. C'est l'une des priorités du président, les infrastructures. Ça nous manque énormément. Oui. Lorsque vous comparez la Côte d'Ivoire et le Gabon, la Côte d'Ivoire qui a été indépendante au même moment que nous, les années 1960, et le Gabon tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Oui. Alors, Gabin, ça coûte combien à l'État gabonais? Ce type de projet. Ce type de projet, oui. Mais ces chiffres, vous avez même les chiffres de la construction du bâtiment. Forcément des milliards. Des milliards. Les chiffres importent peu. Le plus important, c'est que les bâtisses sortent. Et que ça donne un autre visage à notre pays, à notre capitale. Mais voilà. Je vous donnerai les chiffres la prochaine fois. Avec plaisir. La suite de notre émission, c'est avec vous, Monsieur Dieudonné Koumba. On parle de licenciement. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui. L'Université des sciences de la santé, en 2015, décide de se séparer de à peu près 82 personnes, au motif que certains ont fait trafiquer les papiers, que certains n'avaient pas été recrutés dans les normes. Donc, ils ont été mis à la touche. Simplement que ces gens-là, aujourd'hui, réclament
leur solde de tout compte et l'université ne répond pas. Donc, on va sur les terrains. Voilà, l'idéal serait de les écouter. Oui. Et je vais vous dire ce que m'ont répondu les autorités universitaires lorsque je suis allé les rencontrer. D'accord, ça c'est juste après ton reportage est donné. Mais voilà. Allez, on visionne. Et je m'appelle Mabika Béranger, ex-agent de l'Université des sciences de la santé, plus précisément au rectorat de l'Université des sciences. En 2015, nous avons été licenciés abusivement, plus de 82 agents. Les motifs étaient comme pour lesquels nos documents n'étaient pas des bons documents. On nous avait remis des lettres de licenciement. On les avait tant mieux que mal pris parce que la pression était là. On ne savait plus ce qu'il fallait faire. Et c'était même au moment où on devait percevoir même des primes en cette année-là. Ça avait choqué tout le monde. On ne savait plus ce qu'il fallait faire. Peu se sont détachés dans le lot pour essayer d'aller un peu porter plainte au tribunal par rapport à la situation. Mais ils n'étaient que 12. Ils n'étaient que 12 malheureusement sur les 82 agents. On ne savait plus comment faire pour se retrouver, pour trouver gain de cause à ce problème. Donc 12 sont allés au tribunal pour essayer d'aller présenter au ministère du Travail le problème. Mais malheureusement, on avait remporté le procès. On avait remporté le procès. On a eu à effectuer beaucoup de démarches concernant cette affaire. Mais malheureusement, on n'a toujours eu pas gain de cause. Donc nous, aujourd'hui, nous avons décidé d'essayer de se rapprocher des autorités compétentes, Blobé 2, la présidence de la République. On a tout un chacun essayé de frapper, comme on dit, coco chez son parent pour essayer de trouver une situation à ce problème qui a non seulement frappé plus de 82 agents, il y a même eu des morts à l'intérieur. Il y a eu des morts à cause de ce problème-là parce que le peu d'argent qu'on percevait par l'État, ceux qui étaient malades n'arrivaient plus à aller se soigner. Pour certains, les enfants, les années blanches répétées. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? On ne sait pas. On dit le cœur est bondé de sang. Mais ceux qui nous ont licenciés là, je ne crois pas que leur cœur est bondé de sang. Ils ont des moyens, leurs enfants vont à l'école. Mais pourquoi pas nos enfants? Qu'est-ce qu'on mérite comme ça là? Nous sommes tous Gabonais. On a porté plainte. En portant plainte, l'avocat nous a menacés. L'avocat ne voulait plus entendre parler de nous. Et parmi les 12 qui ont porté plainte, l'avocat ne voulait plus entendre parler de nous. On s'est recroquevillé et il s'est assis sur le dossier parce qu'il ne voulait même pas nous recevoir. Et je voulais rappeler, après nous avoir licenciés, au milieu de l'année, nos salaires passaient. Nos salaires passaient chaque fin du mois. Je crois 2 ans après, ils ont recruté d'autres agents avec nos numéros matricules. C'est vérifié. Voilà comment quelqu'un, 92 agents, il y a 10 qui sont décédés à cause de la précarité. Vous savez bien, à Libreville, si vous n'avez pas de boulot, c'est compliqué. Moi, j'ai fait maintenant les plantations. On a pris ce dossier-là, a été étouffé. C'est quand le pouvoir a changé, où on s'est levé. On a fait du courrier au président de la République, qui a reçu le courrier en question. On a fait un courrier au B2. Le B2 a fait un travail formidable. J'ai les accusés de réception. On a fait le courrier chez le Premier ministre, le courrier au ministère de l'Enseignement supérieur, sauf le B2 qui nous a reçus et la présidence de la République. Mais en faisant au B2, quand on a convoqué nos ex-agents, je vous assure, monsieur le recteur actuel a dit au B2, cette affaire ne verra pas le jour. Ce sont les enquêteurs qui ont insisté pour que cette affaire, pour que ce procès-là soit écrit sur le procès verbal. Monsieur, on a passé
3 mois au B2, jour pour jour. On a convoqué tout le monde. Les anciens responsables ont reconnu. Ils ont dit qu'il n'y avait pas licenciement, c'est un licenciement abusif. Il fallait qu'ils nous payent et qu'on le reprenne à l'université pour ceux qui veulent repartir. La situation actuelle, c'est que ça trépine. Ça fait plus de 8 mois que le rapport a été fait, qui devait aller à la présidence de la République. On ne sait pas, jusque-là, on ne nous appelle pas. On est là. À la présidence, au tribunal, l'avocat s'est réveillé depuis qu'on a commencé à faire le bruit, qui est allé quand même à la cour d'appel. Et on attend l'audience de la cour d'appel. Parmi les 82 agents, il y avait des agents nous étions tous d'abord en main-d'œuvre non permanente de la fonction publique. Mais parmi ces agents, il y avait des dossiers qui avaient été déposés au niveau de la fonction publique. Bon, d'abord au ministère de l'Enseignement supérieur pour le processus d'intégration. Et je fais partie des agents qui étaient censés passer du statut de la main-d'œuvre non permanente au statut de fonctionnaire. Il s'avère que quand ils nous ont licenciés à cette période-là, ils sont allés au ministère de l'Enseignement supérieur retirer nos dossiers du circuit d'intégration. Donc, en fait, tous ces actes qu'ils ont eu à poser sont des actes vraiment, je ne sais pas, parce que nous sommes au Gabon, on est censé jouir de ce qui nous revient de droit, et des individus ont décidé que des gens ne devaient pas travailler, et face à cela, on demande réparation par rapport au préjudice qui a été causé et qu'on nous rende en fait notre dignité, quoi. Messieurs, c'est fou que c'est récurrent, ce phénomène de licenciement dans nos entreprises, administrations. Bon, on va peut-être pas généraliser parce qu'il y a aussi des licenciements qui ont leur raison d'être. Là, par exemple, en allant rencontrer les autorités rectorales, j'ai appris du secrétaire général adjoint de l'Université des sciences de la santé qu'il y avait des fraudeurs là-dedans. Simplement aussi que les choses ont été un peu faites, c'est-à-dire que certains ont été embarqués dans le bateau sans, parce que sans vraiment être concernés. Exact, on aurait dû procéder à un tri pour ne rejeter que les fraudeurs. Mais ils ont tous été mis à la porte. Le problème est aujourd'hui au B2. Les autorités de l'université ont été entendues au B2 devant ceux qui avaient été licenciés. Il va donc se tenir, comment on va appeler ça? Il va avoir une concertation. De conciliation. Voilà, de conciliation pour voir si certains peuvent réintégrer l'université ou si simplement ils doivent être payés. Voilà ce que j'ai réussi à obtenir à l'université. Simplement que parmi ceux qui ont été licenciés, écoutez, c'est des pères et des mères de famille, leurs enfants ne vont plus à l'école, il y en a qui ont même trouvé la mort. Ils disent parmi les 82, il y a déjà 10 morts, ils enregistrent 10 morts. Il y a un préjudice à payer. Mais voilà, donc vous comprenez. Il fallait les payer plus tôt. Et puis voilà, à chaque fois qu'on licencie un Gabonais, c'est toute une famille derrière qui souffre. Bien sûr, bien sûr. Donc vous comprenez que ça a été dur pour eux. Dieudonné, mais que dit l'inspection du travail face à ce phénomène de licenciement? Ils ont saisi pour certains que j'ai rencontrés, ils disent qu'ils ont amené leurs problèmes. Après l'inspection du travail, ils sont au tribunal. Mais ça tourne, vous savez comment ça marche chez nous. On renvoie et on renvoie, donc ça tourne un peu en rond. C'est pourquoi ils ont même saisi la présidence de la République, mais ce n'est pas au président de régler ce type de problème, vous comprenez? Parce que ça devient un peu récurrent chez nous. Au moindre petit problème, président de la République. Non, il n'est pas censé tout régler. Il y a des administrations qui ont pour rôle de régler ce type de problème. Sinon, pourquoi il décharge certaines de ses prérogatives auprès des ministres, des ministres auprès des directeurs généraux ou auprès des secrétaires généraux? Et voilà. Pourquoi tout le temps aller chez le président de la République? Donc il y a une décision qui va être prise là. Malheureusement, ça dure quand même 2015-2024. Vous voyez que ah oui, ça fait du chemin quand même. Beaucoup doit couler sur le pont. Hein. Tout à fait. Mais voilà, ils sont désemparés et c'est pourquoi ils se sont plaints tels que vous les avez vus là. Merci de donner pour ce sujet. On se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet. Nous sommes là pour ça. Le temps de recevoir Darius Margranga, journaliste, animateur, producteur du groupe Gabon Télévision,
avec qui nous allons évoquer la même thématique. Ouais, le licenciement. Voilà, nous sommes en compagnie de Maranga Darius Marang. Très bien. Comment tu vas, Darius? Ça va, Fidji. Merci à l'équipe du Matin Week-end de m'accueillir. Voilà. Par rapport à une enquête que je vais faire sur un licenciement d'ordre... licenciement à Sogefic. Exactement. Les employés réclament leurs droits. Exactement. Alors, comme tu l'as dit dès l'entame de tes propos, 106 agents de Sogefic ont été licenciés en mars 2022 dû à, on va dire quoi, un licenciement économique. Ah, c'est annoncé après l'enquête du syndic judiciaire en fait, parce que le syndic judiciaire a été intervenu pour faire, on va dire, éclairer cette situation en fait, en faisant une enquête. Et c'est suite à cela que le syndic a déclaré l'entreprise faisait face à une morosité économique, c'est-à-dire prête à la faillite. Donc c'est ça. Et puis l'employé et les employeurs sont allés à l'inspection du travail parce qu'il faut avouer que la démarche aussi n'a pas été bonne de l'employeur parce qu'il a eu à licencier les agents sans pourtant non seulement avertir l'inspection du travail parce que selon la note de l'inspection du travail, il faut solliciter d'abord l'inspection du travail en fait. Et c'est lui qui vient faire le constat et ensuite constat fait effectivement. Confirmer que l'entreprise va tomber en faillite. Exactement. Et pour la tenir, il faut qu'on licencie on procède à une élimination d'un certain type de personnel. Exactement, mais chose qui n'a pas été faite et il y a une amende qui a été collée à ce dernier de 3 mois. Donc outre les calculs qui ont été faits, cela s'est ajouté à 3 mois qui va bien sûr payer à ses employés, on va dire ses ex-employés. Donc c'est vraiment alarmant, ils sont dans une situation précaire parce que c'est 106, c'est vrai qu'ils sont répartis en plusieurs, on va dire, personnes qui viennent d'ailleurs, nos frères expatriés et gabonais bien sûr, de plusieurs catégories aussi, hein. On trouve des jeunes à l'intérieur, on trouve des personnes aussi cyniques qui ont un âge aussi avancé. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont dans cette situation. C'est ce que, excuse-moi de t'interrompre, c'est ce que nous allons aller découvrir dans ce reportage que tu as réalisé et on revient tout de suite après pour continuer le débat. Ça marche. Allez, on regarde chaque téléspectateur. Nous sommes là dans le cadre d'une revendication concernant nos droits des anciens employés de la société Sogefic. Pour la petite histoire, nous sommes partis de nos activités avec notre ex-employeur Sogefic en mars 2022. Et à cet effet, notre employeur a sollicité un recours juridique auprès du tribunal commercial via plusieurs syndics. Et ces recours devaient étendre jusqu'au 10 août 2024. Avant l'expiration de son recours juridique, nous avons tous reçu des fiches de paiement de nos droits. C'est comme lorsque quelqu'un vous émet un chèque, il précise la date de paiement du chèque. Malheureusement, nous constatons une violation du fait que sur ces documents relatifs à nos droits légaux, ne figure pas la date de paiement. À cet effet, nous nous sommes rapprochés donc, de notre ancien employeur, donc M. Kizité, le directeur général de la Sogefic, ensuite du syndic, également du juge commissaire qui est au tribunal commercial, pour savoir exactement quand on pouvait rentrer dans nos droits légaux. Malheureusement, selon ce qui nous a été dit, du côté de la Sogefic comme du côté du syndic, encore moins du côté du juge commissaire, il n'y a pas de fonds disponibles. Alors que la loi relative à l'OADA a donné 2 ans et demi pour un redressement judiciaire pour que nous puissions avoir nos droits au moment opportun. Jusque-là, donc après le 10 août de ce mois, nous ne sommes toujours pas rentrés en possession de nos droits. À cet effet, nous interpellons les plus hautes autorités de la République pour que coup d'œil soit à notre égard. Parce qu'il faut tout de même rappeler que nous sommes tous les pères de famille. La rentrée scolaire se pointe à 2 jours de nous et nous voulons que les choses soient faites dans l'immédiat pour que nous rentrons en possession de nos droits. Telle est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo pour interpeller qui des droits, à savoir la direction générale de la Sogefic, le syndic et le tribunal commercial qui est en charge du dossier Sogefic. Et bien évidemment, toutes les personnes de bonne foi qui vont certainement mettre un point à ces 3 entités citées
pour que nous puissions rentrer dans nos droits. Nous ne revendiquons que cela. À 2 reprises, nous avons rencontré la direction générale de la SOGEFIC qui nous laisse entendre qu'elle n'a pas de fonds. L'entreprise tend vers un redressement, donc une liquidation. Ce qui est malheureux, il faut dire que ni le tribunal commercial, ni le syndic, ni la direction générale de la SOGEFIC n'a pris la peine de nous convoquer pour communiquer sur ce dossier. Ça, c'est ce qui fâche un peu. Hein? On pensait qu'après le 10 août, on devait rentrer en possession de nos droits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi alors nous donner les comptes de tout solde? C'est ça la question que nous nous posons. C'est vrai, donc l'inspection du travail est informée du dossier, un syndic est informé du dossier. Nous pensons que le syndic a été mandaté par le tribunal commercial. Mais malheureusement, à ce jour, on n'a aucune date de paiement. Devons-nous encore attendre? Déjà, on a attendu 2 ans et demi. On est là pour rentrer dans nos droits, conformément au Code du travail en République gabonaise. Nous revendiquons aujourd'hui, c'est les droits d'indemnité de services rendus, les droits de licenciement. Parce que les licenciements n'ont pas été faits dans les règles de l'art. C'est tout ce que nous réclamons. Nous avons servi loyalement l'entreprise, mais nous pensons que lorsqu'on se sépare, tout employeur a le droit de payer ce qui revient à son employé. Moi, j'ai fait pratiquement 8 ans. Les 8 ans de boîte, je suis parti. Jusque-là, je ne suis pas demeuré. Il y a même des morts, des gens qui sont morts, attendent de l'argent. Il y a d'autres qui sont même sur le lit de l'hôpital. Manque d'argent pour payer les médicaments. Le CRTI n'a qu'à venir voir ce monsieur pour essayer de nous trouver la solution. Parce que nous sommes fatigués. Il a fait les milliards. Nous qui avons travaillé les milliards là, nous on ne mange rien. Autant que nous sommes là, chacun a sa famille. Donc ce que j'ai travaillé, c'est ce que j'ai mangé des mains. Darius, on voit bien dans le reportage que tu as essayé de rentrer en contact avec le responsable de l'entreprise. Exactement. Et on va. Est-ce que les choses ont évolué? Écoute, le caractère mutique de l'employeur n'a pas produit qu'une cause. Parce que jusqu'alors, l'employeur reste introuvable. Voilà, plusieurs démarches ont été entreprises de la part des employés. Je rappelle qu'actuellement, ils ont entamé une démarche auprès de la DGR et auprès aussi du délégué spécial de la commune d'Ovendo. Donc, ce sont les informations qui me parviennent à chaque fois, qui me donnent à chaque fois lorsque je les sollicite par rapport à l'avancée de leur dossier. Et lorsque je suis allé aussi à l'inspection du travail, c'est vrai que le monsieur n'a pas voulu s'exprimer devant la caméra parce qu'ils ont fait une étiquette d'officier à caractère officier judiciaire à caractère spécial, je pense. C'est un peu l'expression. Exactement. Mais il a eu à me donner plusieurs informations que le traitement par rapport au licenciement des agents de SOGEFIC n'a pas été fait dans les normes en fait. Donc le syndic judiciaire a déclaré faillite parce qu'ils ont fait une enquête. Et ça sera vraiment difficile que l'employeur puisse payer intégralement le dû de ses employés en fait, parce qu'il s'est estimé à 2 milliards. Et à l'heure actuelle, la société SOGEFIC ne peut pas avoir cette somme, sauf s'ils vont posséder ils peuvent vendre les biens de l'entreprise. Exactement, c'est ce qui va être fait. Mais à quand en fait ça va être fait? C'est ça en fait le boulot du syndic judiciaire, c'est la liquidation. C'est d'abord recenser tout ce qu'il y a comme bien, et puis voir comment les vendre, les revendre, les vendre, pour qu'enfin ils puissent apurer une certaine dette de l'entreprise. Et s'ils réussissent à les vendre, la première chose à faire, c'est de payer les salariés. Voilà. C'est ce qu'ils attendent depuis 2 ans, parce que ça fait plusieurs démarches qu'ils font auprès du syndic judiciaire. Mais c'est ce langage que l'avocat tient auprès de ses ex-employés de SOGEFIC. Malheureusement, il n'y a pas encore une date, parce que en les écoutant, ils ont vraiment, je ne vais pas utiliser le mot, mais ils sont un peu délaissés en fait. Parce que quand je rappelle qu'ils sont dans une étape assez précaire, quand j'ai eu à réaliser cette enquête, certains dorment même dans les locaux de la société en fait, pour attirer l'attention des autorités, voilà, pour pouvoir jeter un coup d'œil sur leur situation en fait. Donc on espère qu'avec cette enquête faite au cadre de l'émission Matin Week-end, il y a une démarche qui va être entreprise, de sorte que tous les employés puissent rentrer par leur dû en fait. Mais on va essayer de t'accompagner sur ce sujet pour voir où ça coince, comme on le dit souvent. Parce qu'il faut que le syndic judiciaire se bouge quand même. Exactement. Exactement. Merci Darius. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours plaisir d'être parmi vous ici à Matin Week-end et de réaliser une enquête journalistique de l'émission bien sûr.
On te sait souvent très décontracté, mais là, tu es tout en la classe. C'est l'esprit des matins week-end. Non, tu nous as déjà vu ici en costume, non? Exact. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Je reçois. Ou monsieur le directeur général. Oh, non, pardon, ça y est, je conseille. Non, c'est entre collègues, hein, côté. Merci. Darius, tu restes avec nous. Je vous en prie. Cette fois, je me dirige vers toi, Gabin. Il y a quelques semaines, tu as rencontré à Franceville, dans le Haut-Ogooué, un compatriote, monsieur David Omandi, qui estime être abandonné par son employeur après 2 accidents successifs. Ok. Oui. David Ominji. Ominji. Ancien employé de Anza, devenu Oleko, je crois. Attendez que je regarde mes petites fiches, c'est toujours important de les regarder. Ancien agent de Anza. Ancien agent de Anza. Oui. Devenu Soboleko, Oleko en 2001. Et en 2003, devenu Soboleko. Donc, c'est un accident qu'il a eu avant toutes ces années, donc avant 2001. D'après ses dires, il avait été attaqué par des abeilles qui l'auraient attaqué alors qu'il était dans les locaux de l'entreprise. Oui, il était en plein service, pas forcément dans les locaux, mais je pense que c'était dans les environs de l'entreprise, à Lekoni, bien sûr, à Lekoni, dans le Haut-Ogooué. Donc, à la suite de cette attaque, d'après ses dires, on va l'écouter certainement tout à l'heure, il dit avoir perdu près de 90% de sa vue. Près de 90% de sa vie. Direction Franceville pour écouter ce compatriote. Je suis un agent Soboleko, je m'appelle Ominji David. J'étais embauché en qualité de jardinier depuis 1997. Maintenant, j'ai eu l'accident de vue sur le tracteur à cause des abeilles qui m'ont attaqué. Les chefs n'ont pas pris ça en compte. Ils m'ont négligé. J'ai eu le problème du pied. Le pied s'est cassé en faisant Michelin. Tout ça aussi en présence de mon chef. Le chef n'a pas fait cas de ça. L'engin a pris feu. J'étais dessus. Le chef aussi n'a pas fait cas de ça. On ne m'a pas diagnostiqué. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai managé de faire tout ça là avec mes propres moyens à l'hôpital général. Jusqu'à ce que je suis encore retourné vers la société, voir le chef, M. Gellet, à l'époque. Il a dit oui, les abeilles étant attaquées ici sur site. Mais pourquoi on t'a abandonné? Il a pris la charge de m'amener à l'hôpital Sainte-Thérèse à Mwanda chez M. Ngaï. Ils m'ont traité. Après, maintenant, ils m'ont abandonné. Moi-même, j'ai suivi tous les soins avec mes propres sous. Jusqu'à ce que ils m'ont abandonné encore. Et j'ai essayé un peu de secouer le nouveau chef qui est arrivé. C'est là où il m'a envoyé à Libreville. Quand il m'a dit d'aller à Libreville, j'ai fait tout le constat et tout le contrôle dans la clinique à Libreville. Jusqu'à ce qu'ils m'ont dit non, pourquoi ils ont trop retardé pour t'amener ici? L'auteur a tes chefs qui t'ont retardé. Et suite à ça, je suis venu voir l'agent des ressources humaines, M. Nvier Christophe. Il me dit non, les chefs, j'étais en confrontation avec les chefs. Les chefs ont dit qu'il faut cacher le dossier de très loin. Pourquoi tu l'amènes ici? J'ai dit non, je ressens maintenant l'anomalie par rapport à là où vous me laissez. C'est quoi l'anomalie? L'anomalie de mes yeux qui s'empirent par manque de traitement, par manque d'argent. Parce que j'étais mal payé. Votre vue est en train de baisser aujourd'hui? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la vue a diminué par manque de soins. Donc, je ne sais pas comment ferais-je. Jusqu'alors, je les ai amenés même à l'inspection. L'inspecteur les a condamnés pour cette affaire-là. Même au niveau du PV que l'inspecteur a pu établir, ils ne se sont pas présentés pour signer sur le PV. Voilà, il a fait son PV pour m'envoyer au tribunal. En envoyant au tribunal, ils se sont présentés et en arrivant là-bas, on les a condamnés encore. Mais ils m'ont rassuré depuis le 24 mai qu'ils devraient revenir pour me payer cet accident. Ils m'avaient rassuré qu'ils devraient me payer cet accident depuis le 24 mai 2024 là. Jusqu'alors, les papiers sont chez le juge de l'instruction.
là, à Franceville, là, aucune personne s'est présentée pour m'interpeller de ça. Donc, je ne sais pas comment faire. Je suis bloqué. Je ne sais pas comment faire. Jusqu'alors, même au niveau de la CNSS, l'argent qu'ils ont dit non, tu devrais être payé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore touché aussi cet argent de convalescence. Pourquoi? La cause, c'est les chefs qui n'ont jamais peut-être versé l'argent. Parce que je me suis rendu là-bas. Le directeur de la CNSS a dit non. Ça, c'était les chefs qui sont en train de bloquer tout ça. Parce qu'ils n'ont pas encore énormément versé de l'argent ici. Donc, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Là, ça s'empire même. Le préjudice était calculé par l'inspecteur provincial de Franceville. Il avait eu un 46 700 et poussières. Jusqu'alors, rien n'a été régularisé. Je leur parle et ils disent que non, c'est la CNSS qui va payer ça. Je vais à la CNSS dit que non, on ne connaît pas ça. Ce que nous, on connaît, c'est l'argent d'État à pension. Ce n'est pas ton argent de salaire et tout, des mois là, non. Ça là, c'était chef. La société m'a licencié à cause de cet accident-là, qui devrait prendre la charge de moi. Mais tous les droits ne sont pas vraiment en jour. Je suis là, ils m'ont abandonné dans leur géopolitique d'habitude, parce qu'ils ont toujours l'habitude de faire ça. Donc je suis là, je les attends toujours. Situation très embarrassante pour ce compatriote. Alors Gabin, pour être complet sur ce dossier, as-tu la version de son employeur? Son employeur, oui. Oui, effectivement, j'ai été en semaine à Soboleko, qui est l'employeur, effectivement, l'ancien employeur, puisqu'il n'est plus, de David Ominji, qui reconnaît, mais qui ne reconnaît pas le fait. Pour cet employeur, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit... Il reconnaît l'avoir employé, mais il ne reconnaît pas que le monsieur a été accidenté sur le chantier. Il conteste un peu les faits. Parce que premièrement, comme je vous le disais dès l'entame du sujet, que David Omunzi était employé de Anza, de l'entreprise Anza. Devenu en 2001, je me suis perdu, devenu Oleko, et après en 2003, Soboleko. Donc, son accident, il l'aurait eu, vous voyez, j'emploie le conditionnel, il l'aurait eu avant toutes ces années. Mais toujours est-il que Soboleko aujourd'hui a pris le problème et lui aurait versé, après plusieurs plaintes auprès de l'inspecteur du travail, lui aurait versé pour la première fois, vous me laissez regarder, j'aime bien les chiffres, s'il vous plaît, lui aurait reversé pour la première fois, pour son indemnité justement de l'accident, 5 millions de francs CFA. Non content de cette prime, après l'avoir encaissée, ça c'est l'entrepreneur qui le dit, ils l'ont versé, ils lui ont versé 6 millions de francs CFA. Donc si on comptabilise, entre 10 à 11 millions. Ils ont anticipé sa retraite parce que physiquement, il ne répond plus. Ils avaient même pensé dans un premier temps lui donner quelque chose, mais face à son envie pressante de partir et d'avoir quelque chose, ils lui ont donné cet argent. Malheureusement, il constate aujourd'hui que pendant qu'il a même porté plainte au tribunal de Franceville, où le dossier est en instance, il y a eu une conciliation, ils n'ont pas pu s'entendre. A-t-il utilisé cet argent pour se soigner? Ça lui de justifier. Ça lui de justifier. Question pertinente. Une très, très belle question. Donc je disais, le dossier étant en instruction au tribunal social de Franceville, il y a eu une première conciliation qui n'a pas abouti. Et il y a eu une deuxième qu'ils appellent une mise en état. Et il y a une audience qui a eu lieu, je crois, une dernière audience qui a eu lieu, nous sommes samedi aujourd'hui, qui a eu lieu vendredi. On attend, je vais repartir en semaine pour voir qu'est-ce qui s'est décidé au niveau du tribunal de Franceville. Toujours est-il que l'entreprise estime que, après cette attaque d'abeilles, l'entreprise se pose la question, est-ce que c'est véritablement cette attaque d'abeilles qui a provoqué sa cécité?
Parce que d'après le rapport du médecin, on parle du glaucome. Est-ce que le glaucome peut être la conséquence d'une attaque d'abeilles? Ce sont des questions. C'est sur ça que l'entreprise, l'employeur va attaquer M. David Omundi. Attendons la résolution, les décisions qui vont être prises au tribunal de Franceville. Ça a eu lieu hier, vendredi. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet très prochainement. Pour en savoir un peu plus. Oui, ce sera intéressant d'avoir la suite, de ce sujet. Avant de nous dire au revoir, c'est l'heure de la revue de presse d'Eva Raissa Ayingon. La reprise du National Foot 1, c'est le dossier du jour. Les férus du ballon rond ont enfin retrouvé le chemin des stades. La compétition, qui a connu une interruption de 2 ans, reprend ainsi ses droits avec 13 équipes en lice sur une durée de 7 mois. Voilà qui donne l'occasion à nos athlètes de rechausser les crampons et de mieux envisager les échéances à venir au-delà du titre de champion en jeu et la possibilité d'intégrer la tanière des Panthères. Enfin, le chemin des stades. C'était la titraille de cet article de Gabon Matin. Toujours dans Gabon Matin, on poursuit avec l'interview de Thierry Mouyouma. Il nous faut un très bon championnat pour déceler d'autres profils. Selon nos confrères, le sélectionneur national gabonais se dit satisfait du démarrage du National Foot 1, dont il espère tirer profit pour renforcer son effectif en vue des futures échéances. La suite en page 11. Et pour la suite de ce dossier, voilà les résultats des 4 premiers matchs parus dans le quotidien L'Union. 0 partout dans le match qui opposait à OCMS et l'AS Manga Sport. US OIM a perdu face à US Bitam 1-2 et le centre sportif de Benjé, quant à lui, s'est incliné devant Vautour Club 1-2. Enfin, 1-0 pour Mungidi Sport face au derby de l'Ouguelolo. On boucle les résultats avec le média en ligne Gabon Media Time. National Foot 1. AS Dikaki, leader après sa victoire par forfait sur le CF Mounana 3-0. La rencontre prévue se tenir le 23 novembre avait été décalée le 26 novembre dernier. Selon nos confrères, les joueurs du CF Mounana n'ont pas daigné se présenter sur la pelouse en raison de l'absence du président du club, Hervé Patrick Opianga. Décision des officiels, une victoire par forfait 3-0 au profit de l'AS Dikaki. Affaire à suivre. C'est tout pour la revue de presse du Matin Week-end. À bientôt. Voilà, Matin Week-end, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Une fois n'est pas coutume, nous vous laissons avec une ambiance folklorique. Gabin a assisté il y a quelques semaines à un décès à Franceville et tu nous as ramené de jolies images. De belles images. Comme vous pouvez vous l'imaginer, dans le Haut-Ogooué, lorsqu'il y a deuil, à côté du deuil, il y a les danses traditionnelles. Et j'ai été impressionné par ces différents groupes. Donc je voudrais vous partager ça. Et après justement donc ces danses, le lendemain lors de la palabre, lorsqu'il y a le dépôt des biens et tout ça, après chacun prend pour lui. Il y a un partage. Ou non, il faut débarrasser le plancher comme on dit. Et vous allez voir cette image de feu, une image insolite, vous la regarderez. Mais si vous aussi, vous avez des images, des décès, des mariages chez vous, vous pouvez nous les envoyer pour qu'à la fin de l'émission, on essaie de se détendre. Parce que les problèmes, il y en a tellement. Il faut se détendre avec ce type d'images. Là, nous sommes dans le Haut-Ogooué. Vous allez écouter l'Ongwata, l'original. Vous allez voir la danse Mbali. Et puis vous verrez ce jeune garçon qui tente de soulever sanglier, mais malheureusement... Ne dis pas le contenu, sinon... Allez, bon week-end à vous, nos téléspectateurs. Ciao.